Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé à Los Angeles. Non, je ne veux pas de vos excuses. Vous travaillez toujours le soir de Noël? Je me suis proposé pour que les hommes mariés rentrent tôt chez eux. Il m'a semblé que vous portiez une alliance à Los Angeles. Je pensais que vous étiez marié. Non, je suis pas marié. Vous voulez me parler? Alors parlons face à face. Très bien. Je suis à l'hôtel Stuyvesant Arms, chambre 3113. Je pars à Las Vegas demain matin pour le week-end. Vous croyez que vous allez encore m'avoir? Vous n'allez pas à Las Vegas. Vous n'êtes pas au Stuyvesant Arms. Vous aimeriez que j'envoie une vingtaine d'agents le soir de Noël débarquer dans cet hôtel. Enfoncer la porte pour que vous puissiez vous payer notre tête. Je suis désolé de m'être payé votre tête. Vraiment désolé. Non, c'est vrai, je suis sincère. Non, je vous interdis d'être désolé pour moi. La vérité, c'est que je savais que c'était vous. Je ne vous ai pas passé les menottes, mais je le savais. Oh, les gens ne savent que ce qu'on leur dit. Alors, dites-moi une chose, Barry Allen des services secrets. Comment vous saviez que j'ouvrirais pas votre portefeuille? Pour la même raison qui fait que les Yankees gagnent toujours. Tout le monde est fasciné par leur maillot à rayures. Les Yankees gagnent parce qu'ils ont Mickey Mantle. Personne ne parie sur un maillot. Vous êtes sûr de ça, Carl? Je vais vous dire ce dont je suis sûr. Vous vous ferez pincer. Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, c'est mathématique. C'est comme à Las Vegas. Le casino gagne toujours. Bon, Carl, excusez-moi, mais je dois vous laisser. Vous n'avez pas appelé que pour vous excuser. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'avez personne à qui parler. Oh! Je te tiens. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost. Oh, ton cul. C'est mon génie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec comme toujours le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Et je suis toujours là, salut les kids. Qui revient donc pour la deuxième partie de notre émission consacrée à Steven Spielberg à l'occasion de la sortie de Ready Player One. Vous pouvez retrouver la première partie de cette émission sur le site de Canal B et sur internet bien évidemment. On va tout de suite démarrer, je pense, on était revenu notamment sur son début de carrière, sur qui était le bonhomme et pourquoi il nous plaisait, enfin même si finalement j'ai pas l'impression qu'on ait tant dit que ça. On va peut-être avoir l'occasion de le refaire encore une fois là avec le retour sur une période importante de sa carrière, en tout cas pour toi Antonin, à savoir le début des années 2000. Je vais réussir à... Tu vas pouvoir le faire. Je vais réussir à terminer cette émission. Ouais. Non, mais moi après... La fille m'a refilé un virus. Putain, c'est saleté de gamin, on reste dans la thématique, saleté de gamin. Ouais. Non, mais moi en fait, avec Spielberg, j'avais un rapport particulier, parce que je pense que j'ai comme beaucoup, encore une fois, c'est pas très original, mais j'ai découvert le cinéma avec ça. Je pense qu'un des mes plus grands chocs cinématographiques de ma vie, ça sera toujours Indiana Jones, que j'ai découvert. Je pense que j'avais, je sais pas, 8 ans ou 7 ans,
ans ou 9 ans, j'en sais rien, mais en tout cas chez un copain et qui l'avait enregistré sur Canal+ et je l'avais regardé 2 fois de suite, quoi. Je pense que c'était un copain particulièrement riche qui avait déjà des VHS ou peut-être que c'était des Betacam, j'en sais rien. Et voilà, j'en suis toujours pas revenu de ce film-là. Mais ce qui est amusant, c'est qu'à bout d'un moment, voilà, c'était le début de l'intérêt pour le cinéma, je pense. En même temps, pas le début de l'intérêt pour le cinéma, mais en tout cas le début de se dire pour un enfant, bah voilà, putain, je veux voir des films, je veux continuer de voir des films, et ça m'a toujours accompagné en fait jusqu'à adolescent. Et au bout d'un moment, tu t'intéresses au cinéma vraiment, t'as d'autres chocs. Et tu quittes Spielberg de vue quelque part, en fait, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Tu quittes Spielberg de vue justement parce que il y a aussi un rapport très enfantin, très naïf chez Spielberg, qui fait que quand tu es en recherche de choses un peu plus consistantes, Spielberg t'apparaît comme un repoussoir total. Ce qui fait que moi, pendant une longue période, Spielberg, ça a été pas un repoussoir, mais quelqu'un, de certes talentueux, mais que j'avais vraiment que je ne portais pas très très haut sur mon podium, mon panthéon personnel. Le repoussoir, à ton avis, c'est le sujet? Je pense qu'il y a eu aussi que j'ai été dans la période où voilà, Jurassic Park, évidemment, j'avais aimé, je l'ai vu, j'avais 13 ans, voilà, j'ai adoré tous ces films à Oscar que j'ai pu voir, me paraissaient pas très bon, ou que j'étais déjà trop vieux pour l'apprécier, je pense vraiment. Il y a eu un tas de choses comme ça, et puis je pense que c'est surtout à l'entrée en cinéphilie où on commence à lire des textes et à se faire influencer aussi par eux, et à se dire voilà, finalement des textes sur Spielberg consistants. Il y en avait pas beaucoup. Il y avait surtout des textes sur le cinéma sur Spielberg, qui sur le cinéma de Spielberg, qui disaient voilà, Spielberg c'est vraiment le cinéma repoussoir total, c'est-à-dire voilà, on veut du cinéma complexe, témoin de son temps, et Spielberg nous vous amène dans un ailleurs. Tout ce qu'on a un peu développé dans la première partie de cette émission, qui nous dit voilà, Spielberg c'est du cinéma de divertissement, point. Talentueux, certes, mais voilà. Je pense qu'on peut beaucoup le résumer comme ça, c'est à savoir Spielberg c'est du divertissement. Et c'est vrai que moi j'ai grandi et encore jusqu'à très peu de temps, Spielberg c'est du divertissement en fait. Et avant ce qui est vrai. Oui, évidemment, mais mais en fait ce qu'il y a, c'est que quand c'est dit dans la bouche d'un critique que c'est divertissement point et que ça va pas plus loin, c'est quelque chose de négatif. Ouais. Or, on en est tous, on en est arrivé là, je pense, depuis longtemps, mais c'est que le divertissement, c'est pas forcément un truc négatif. Oui. Et Spielberg est la preuve que tu peux faire du divertissement tout en racontant des choses extrêmement personnelles, voire des choses terribles, tragiques, si t'as envie d'un truc tragique, et des choses aussi du merveilleux, du fantastique et du merveilleux et du happy end, tout en étant pertinent sur sur plein de sujets. Ouais, je pense. Et puis après, t'as toujours ce côté, moi, ce qui m'intéresse chez Spielberg, c'est aussi la schizophrénie. Je pense que moi, j'aime beaucoup E.T. Par exemple, E.T. ça peut être particulier dans sa filmographie parce que c'est vraiment le récit de guérison par excellence, quoi. C'est le récit parler de ça, voilà. Unanimiste quelque part. Effectivement, t'as cette masse brouillante de les adjuvants du scénario, les personnages des adultes, à savoir la seule tête d'adulte qui est cadrée pendant 1 heure de film, c'est la personnage de la mère. Sinon, les adultes, c'est ils agissent par synecdoque, il y a l'homme à la clé. La hauteur d'enfant. La hauteur, il s'est filmé comme dans un dessin animé de Chuck Jones, je crois, où on voit pas les têtes et tout ça. C'est le pouvoir coercitif et compagnie qui est contre l'enfance, l'innocence, l'émerveillement et cette douleur qu'il faut à tout prix combler et compagnie. C'est un truc que moi j'ai pas. Par exemple, il dit j'ai jamais aimé ça étant enfant, ça me saoulait. Je regardais ça avec des copines qui adoraient. Moi, je détestais ça. C'est un film que j'ai aimé assez tard. Et en fait, j'ai eu un choc, pas une révolution copernicienne de ma cinéphilie non plus, faut pas exagérer, mais dans les années 2000, moi je trouve qu'il s'est passé pour moi c'est sa période la plus importante de Spielberg, où il a fourni ces films que je trouve les plus aboutis. C'est à partir de AI, quoi, de AI qui est donc le intelligence artificielle, le projet qu'il a repris, que Kubrick lui a confié. On ne sait pas s'il l'a repris, si c'est les héritiers de Kubrick qui lui ont confié ou je sais pas quoi. Toujours est-il que Kubrick
Kubrick ensemble, en tout ne cas, l'a jamais fait, que Kubrick aurait décidé, après avoir longuement développé cette adaptation de la nouvelle de Brian Aldiss, l'aurait confié à Spielberg en décidant de lui-même qu'il serait la meilleure personne à qui confier. Et film qui est sorti. Moi, j'avais pas aimé la première fois que je l'ai vu. J'étais d'ailleurs parmi les personnes qui ont été dupées par le film, ou qui n'ont pas compris le film, qui ont pensé qu'à la fin du film, c'était des extraterrestres qui débarquaient. Pour ceux qui l'ont pas en mémoire, voilà, c'est à la fin, il y a une grosse ellipse, le personnage du Joel Osment et dans la glace, c'est un petit robot et il y a des créatures filiformes qui ressemblent étrangement aux extraterrestres de Rencontre du troisième type qui arrivent. Dans le récit, quand je le regarde rétrospectivement, c'est évident que non, c'est pas des extraterrestres, c'est des robots qui ont pris leur autonomie et qui ont évolué tout simplement. Moi, j'avais pas aimé. Et dans les années 2000, après, il y a eu une série de films qui m'ont foutu par terre, quoi, complètement. Et notamment Minority Report, qui a été le film, je crois, qui tournait voilà, c'est ça, c'est le Minority Report qui tourne juste après AI. C'est son premier film post-11 septembre. Voilà, c'est son premier film post-11 septembre. Moi, je pense que il y a eu plusieurs étapes, hein. C'est vrai que c'est pour ça, on le disait dans la première émission, mais c'est quelqu'un dont la carrière est assez passionnante à étudier parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des périodes. Il y a des films déclencheurs. Tout est déjà là, hein, depuis le début, mais il y a des côtés qui prennent plus ou moins le dessus. Et je pense que la rencontre avec Kubrick, qui est un cinéaste que, en tant que cinéphile, il adorait, dont il était l'ami, et le fait qu'il se retrouve avec un de ses projets et que ça ait un accueil très très mitigé, hein, qu'on l'accuse énormément. Moi, je me rappelle bien de l'accueil à l'époque, parce qu'évidemment, c'est un projet que j'attendais beaucoup aussi, en ayant très très peur, parce qu'évidemment leur style était très différent. Et je savais aussi que leur approche était très différente. Enfin, on n'imaginait pas en fait que Spielberg puisse avoir la cruauté, je pense, de Kubrick. Ouais. La froideur, le regard presque entomologiste. Ouais, c'est ça. Et du coup, évidemment, la moindre effusion de sentiments dans AI passait pour tout ce qu'on pouvait reprocher justement à Spielberg, sa mièvrerie, sa niaiserie en fait, et ça dénaturait totalement le projet, le grand projet cruel sur l'humanité de Kubrick. Ouais, je pense que c'est ça, parce que c'est un truc sur lequel on n'a peut-être pas assez accentué dans la première partie de cette émission, c'est que Spielberg, il filme à hauteur d'émotion aussi. Enfin, c'est quelqu'un. Effectivement, il a ce côté extrêmement méthodique dans la mise en scène et extrêmement spectaculaire, mais c'est quelqu'un qui ne filme que ça. Enfin, il ne filme que des émotions. Ces images sont là uniquement, mais pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Hein. C'est pour prendre le cas d'école, c'est l'émotion de la scène de la douche dans la liste de Schindler, c'est de ne pas pouvoir s'empêcher quelque part de toujours se poser une question de metteur en scène, qui est la question, mais quelle émotion j'ai envie de filmer, la peur, la joie, la perte, voilà. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement fort pour filmer ça, en fait. Mais à travers le langage du cinéma. De le faire ressurgir d'une image. Pas d'un dialogue, pas d'un dialogue, à travers d'une image, à travers un fonctionnement dramaturgique, à travers un fonctionnement de mise en scène. Il raconte vraiment ces histoires via les émotions, toujours en termes d'impact d'émotion, mais toujours dans un registre très très primaire, hein, soit, hein, mais vraiment qui a trait au langage cinématographique. L'autre chose qui différencie quand même Spielberg de n'importe quel metteur en scène qui tenterait de faire uniquement ressurgir des émotions, c'est que lui, les émotions qu'il fait ressurgir font aussi avancer le récit. Et ça, c'est important quand même, quoi. Oui, je pense que pour moi, c'est pas l'émotion pour l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours derrière le récit, ce qui tient justement ce qu'on racontait dans la première émission, ce qui tient aussi, je pense, beaucoup de cinéastes qui l'ont beaucoup influencé et dans les traces desquelles il veut vraiment se mettre, à savoir que par exemple David Lean. Oui, mais je pense que c'est en ça c'est un directeur, Ford l'a beaucoup. Ouais, c'est un directeur de spectateur, mais comme la grande forme du cinéma hollywoodien l'a toujours fait. C'est que voilà, tous les grands metteurs en scène se sont toujours posé cette question-là. C'est voilà, qu'est-ce qui fait avancer le récit, qu'est-ce qui fait avancer les problématiques de mes personnages, qu'est-ce qui est en termes d'émotion, sur quoi je dois appuyer pour pouvoir avancer ma chose. Dans les années 2000, il y a la nouveauté, c'est quand même aussi la réflexion sur l'image qu'il ferait presque penser
De Palma par moment. Je pense que c'est ça. Enfin, sur AI, juste pour parler du film, après un film que moi, du coup, j'ai revu, que j'ai redécouvert et que j'adore et que je pense sincèrement, je ne développerai pas ici, mais je pense que effectivement, c'est probablement Spielberg qui était le mieux placé pour tourner cette histoire-là, justement parce que c'est lui-même qui était à même de filmer une émotion, de donner une émotion vraiment palpable à un personnage fait de fibre optique. Vraiment, je pense qu'il était capable de faire ça et que Spielberg n'aurait probablement pas pu le faire, parce que Kubrick n'aurait probablement pas pu le faire. Avec tout le respect que j'ai pour Kubrick, même si c'est pas mon cinéaste de chevet, mais je pense qu'il aurait pas pu faire ça. Moi, AI, c'est un film que je trouve bouleversant. Je trouve que c'est un des meilleurs films sur le rapport qu'on peut avoir avec autrui, quoi. Enfin, sur la croyance qu'on a entre l'existence de ce qu'on a en face de soi, quoi. Si c'est quelque chose de fabriqué ou si c'est quelque chose de réel. Et ça va amener, je pense, un questionnement qui va guider les 3-4 films qu'il va faire par la suite. Et ça, c'est ce sur quoi on terminait notre précédente émission. C'est justement ce rapport au faux, à la fabrication, à l'image fabriquée. On a important à avoir en tête pour Ready Player One. On a clos, notre émission sur l'évocation de ce premier film où il se posait frontalement cette question-là, c'est-à-dire l'Empire du Soleil, ce personnage qui voulait échapper au réel en se créant des images quelque part, en voulant de transformer le réel en des images. L'Empire du Soleil, pour spoiler, se finissait là-dessus, en spectacle. Mais voilà, l'Empire du Soleil, une des séquences les plus dramatiques, c'est une des séquences finales où les deux gamins qui se voient à distance. Le personnage qui n'est pas vraiment un personnage qu'on voit vraiment à distance, qui est ce jeune japonais, le fils d'un des officiers japonais, qui est pareil, une sorte de jumeau et qui joue à l'avion et qui après va devenir kamikaze. Et ils continuent à jouer quelque part tous les deux et quelqu'un, John Malkovich et ses sbires arrivent et ne voient pas que c'est juste une image et le flingue. En fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre la réflexion sur le faux qui va vraiment habiter Spielberg pendant toute cette période-là. On avait déjà fait une émission sur Minority Report où on parlait de ça. Je vous renvoie sur YouTube, on l'a reposté, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais Minority Report, moi je pense que c'est un de ces films les plus brillants et un des films qui pour le coup, en tout cas, a été un choc pour moi. Parce que c'est vraiment un film qui est à la fois complètement du Spielberg, c'est-à-dire c'est un film qui est brillant en termes de dramaturgie, de mise en scène. C'est un film de grand spectacle hallucinant, un film de science-fiction, un thriller noir comme pouvait l'être, comme plein de films, mais avec un des très grands films de science-fiction. C'est vrai, une forme il y a une perfection de mise en scène, justement de spectacle en fait. C'est con à dire, mais c'est vrai que ce que tu peux retrouver chez Spielberg, ce que tu peux attendre même d'un Spielberg en fait, c'est une perfection du spectacle, à savoir dans le rythme, évidemment dans la mise en scène, mais tout est mis en scène de toute façon dans son cinéma, mais voilà cette perfection du spectacle que tu t'es en droit d'attendre presque d'un film de Spielberg. Sauf que là, il y avait un truc en plus, quoi. Ouais, je pense que là, on est dans un récit de course-poursuite et de récit d'anticipation et en plus récit de policier et tout fonctionne à plein, quoi. Enfin, le récit d'anticipation dans la convocation d'un univers qu'on recrée de toutes pièces qui est absolument effrayant et séduisant en même temps. Un récit d'anticipation, un récit policier qui fonctionne à plein en termes de dramaturgie où on est dans un whodunit à la Agatha Christie qui fonctionne à plein, où tout le suspense fonctionne à plein, et puis avec alimenté par cette mise en scène absolument géniale, et où en même temps le film se double d'un sous-texte qui, comme tu as dit, est très hérité, et moi ça m'a toujours et on en retrouve des traces aussi dans Ready Player One, qui est habité des très bons copains de Spielberg, qui est Brian De Palma. Il me semble que ils sont toujours en contact. C'est un des cinéastes de cette génération-là avec lequel ils ont un rapport régulier à se montrer les films. On sait que Spielberg a filmé la scène de tuerie de Scarface finale. Il y a vraiment un contact très régulier entre les deux. Et dans Minority Report est un film qui pourrait presque voir, c'est
très abusif de dire ça, mais voilà, presque comme un jumeau de Blowout de Brian De Palma, c'est-à-dire un film en tout cas où Spielberg se pose frontalement la question de la vérité des images. On a affaire à un personnage de Tom Cruise là qui est prisonnier dans les images, qui a un être sans substance, qui est vide, qui vient de perdre qui a perdu son enfant, qui se pose en tant que maître des images, qui les monte, qui les agence afin de déjouer des crimes du futur, qui arrive à les décoder. Il fait un vrai travail de mise en scène. Il fait un travail de mise en scène, il fait un travail de découpage, il fait un travail de lecture, d'analyse des images. Il recadre la réalité pour pouvoir la lire de façon claire et nette et de l'agencer pour s'en faire le maître. Il est pris entre cette image-là, les images de son boulot, des images fournies par les précogs qui voient le futur, et pris aussi entre les images de home movies, les anciennes images du passé, de son passé familial avec sa femme et son enfant. C'est un être qui est pris entre des différents registres d'images et qui va finalement se fait prendre au piège dans les deux, quoi, à la fois parce qu'il est qu'il est désigné comme criminel qu'il est désigné comme auteur d'un crime qu'il n'a pas encore commis, et à la fois prisonnier de l'image du passé parce que voilà, il n'arrive pas à se sortir de ce deuil là. Encore une fois, je ramène les auditeurs à écouter l'émission qu'on avait consacrée. Donc faut pas que je développe trop cet aspect là, mais voilà, en tout cas il y a un rapport de Spielberg dans ce film là au faux en fait qui s'installe, à la fausseté des images, c'est un moment de sa filmographie où, à mon avis, quand je vois ce qui suit après, où Spielberg se pose vraiment la question pour reprendre la phrase de Palma, que l'image c'est le mensonge 24 fois par seconde. Et puis il y a non seulement ça, et puis il y a la question de l'imposture, de justement qu'est-ce que lui montre dans ses films, qu'est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il montre vraiment ce qu'il a envie de montrer. Ouais, je pense que t'as ça, et je pense que en tant que vraiment qu'artiste et pas en tant que théoricien ou que manipulateur. Je pense que dans Minority Report, t'as tout qui revient. Enfin, oui. C'est un truc où tout revient. À part, encore une fois, je vous réinvite à réécouter l'émission où j'essayais d'expliquer un peu tout ça, mais où tout revient, on a un film à la fois d'une maîtrise absolue et à la fois un film d'un lâcher prise absolu, où toutes les énergies négatives de Spielberg reviennent. Oui, c'est ça, tout le mauvais goût revient, tout le corps revient. Le moment où il assume dans ce qui est justement un grand divertissement, puisque c'est le cas de Minority Report, c'est un grand divertissement, mais où il assume tout ce qu'il a pu cacher, à la fois dans les questionnements, dans son mauvais goût, dans n'importe quoi. Donc il y a vraiment là quelque chose. Avant ça, son mauvais goût, il pouvait disperser dans des films comme Le Temple Maudit ou des films de ce genre, mais sinon il le reléguait presque à ses productions, Gremlins, Poltergeist qu'il a en effet co-réalisé, mais qui n'était pas sous son nom et qui le protégeait entre guillemets, justement, ce qui continue à protéger son image, malgré tout. C'est son chose. Il y a un côté, mais là par contre il assume tout ça. Et tout fonctionne. C'est surtout ça qui est. C'est surtout ça, parce qu'en fait, à la limite, on peut se dire que oui, le mauvais goût chez Spielberg, il a toujours été inhérent. On pourrait faire un montage de toutes les scènes où il parle de caca. Chez Spielberg, c'est hallucinant, le rapport scatologique aux choses. Ça va même jusqu'à Schindler, où des enfants se réfugient dans les chiottes. Il y a au moins une scène qui met en scène du caca dans tous ses films. Il y a un côté presque, t'es psy, tu regardes un film de Spielberg, tu te dis c'est hallucinant, c'est un territoire rêvé, quoi. C'est le bonhomme, il est omnubilé par un truc. Il y a des livres d'ailleurs de psy. Oui, complètement. Il y a un moment où c'est pour ça que je disais dans la précédente émission, et c'est un cinéaste, un metteur en scène du contrôle absolu, mais en même temps qui est hanté par des obsessions qui sont à la fois personnelles et à la fois d'un côté d'extrêmement mauvais goût et très scatophile pour le coup. Il y a une peur du sexe, il y a une misogynie qui revient. Au plus grand nombre, ces peurs sont primaires et parlent au plus grand nombre. Ouais, et puis il y a des moments où ça prend le dessus et ça marche pas, quoi. Enfin, dans Le Temple Maudit par exemple, qui est le deuxième épisode de Indiana Jones, où ça a pu marcher. Quand tu regardes le film maintenant, tu te dis mais les mecs, vous avez complètement pousser les potards beaucoup trop loin, quoi. Tu m'as quand même dit que c'était merveilleux. Mais moi j'adore le film, mais c'est vraiment c'est un film qui est d'extrême mauvais goût dans la misogynie, dans le rapport à toute la dégueulasserie, dans tout ce que le corps humain peut sécréter, dans tout ce que tu peux ingester ou de tout ce que tu peux ingérer ou recracher. Il y a un côté dégueulasse. Et Minority Report ne parle que de ça. Mais en tout cas dans ces films-là, et là je pense vraiment à une sorte de trilogie
à mon sens, qui serait AI, Minority Report et surtout Arrête-moi si tu peux, qui serait vraiment la trilogie du faux, où Spielberg se pose la question du faux. Hein. AI, c'est évident, hein, c'est un personnage qui est une pure création humaine, qui incarne une histoire à laquelle on a programmé un amour qui est donc fictif, vu que c'est un programme, mais à laquelle on va donner, enfin le film donnera crédit, hein, il donnera une réalité, mais sauf le personnage principal qui voudra vraiment devenir le petit garçon. C'est une réactualisation du mythe de l'histoire de Pinocchio. Minority Report, c'est encore une fois un film sur le faux, parce que c'est un personnage qui se rend compte que les images finalement mentent, et que tout le trajet de Minority Report, c'est que de revivre au présent et de revivre réellement plutôt qu'à travers des images. Et il y a un autre film, c'est donc Arrête-moi si tu peux, et qui va parler de ce rapport au virtuel aussi. Pour moi, Arrête-moi si tu peux, c'est un des films les plus personnel de Spielberg, dans le sens où ça met en scène un imposteur et peut-être un des films les plus sous-estimés, je pense, de Spielberg, dans le sens où c'est vendu et ça a l'apparence d'un film absolument comédie champagne. Arrête-moi si tu peux. C'est un film qui, au niveau spectaculaire, fonctionne à plein. Vraiment, ça va à tambour battant. On est vraiment dans la grande forme hollywoodienne, la grande forme de Spielberg. C'est du film de casse. Voilà, on voit bien ce que ça implique, des préparations méticuleuses, réalisation du casse, satisfaction pour les spectateurs que le casse ait fonctionné. Qu'est-ce que ça raconte? Leonardo DiCaprio qui a un vide existentiel absolu, qui arrive à le film va nous le présenter comme arrivant à se réaliser en adossant différentes apparences, différentes images, et dans laquelle il excelle à interpréter quelque part. Et tout le film ne raconte que le vide abyssal qui se cache derrière toutes les images qu'il endosse. Et finalement, ça va raconter une des visions que Spielberg peut avoir de lui-même en tant que metteur en scène brillant, que manipulateur d'images absolument brillant, arrivant à en foutre plein la vue en tout le monde, en arrivant à faire des images et à manipuler le regard des spectateurs pour arriver à créer des émotions, à amener les spectateurs exactement là où il a envie de les amener, et qui va se poser à des moments la question en disant mais en fait peut-être qu'il y a rien derrière. Bon, la question chez Spielberg, c'est aussi il va falloir que je traite de sujets sérieux maintenant pour montrer que je suis pas uniquement ce truc-là. Dans Arrête-moi si tu peux. Munich, c'est après Arrête-moi si tu peux. Ouais, c'est après. Et donc dans Arrête-moi si tu peux, il y a vraiment ce truc-là que moi je trouve bouleversant dans Munich. Je trouve que dans Arrête-moi si tu peux, il y a un truc qui est bouleversant. C'est ce truc de vide qui va habiter, qu'on a entendu dans la séquence pré-générique de cette émission où Leonardo DiCaprio, est complètement paumé. Il est génial. C'est un metteur en scène hors pair, mais il n'est rien derrière, quoi. Et après, on va aborder une autre partie de sa carrière. Moi, à part La Guerre des Mondes, que je trouve un de ses films les plus accomplis, mais peut-être un des films les plus dirigés presque contre son cinéma quelque part, peut-être un de ses films les plus noirs, même si on pourra toujours lui reprocher ou lui accorder une fin relativement joyeuse, j'ai envie de dire, quelque part, ou en tout cas il y a une résolution où Tom Cruise retrouve sa famille. Il y a la réconciliation, justement. Mais sinon, c'est un film. On retrouve la réconciliation in fine, et c'est vrai que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Faudrait presque virer les 5 dernières minutes du film, et ça reste un des films les plus inquiétants qu'il ait pu faire. Et Misanthrope. Et c'est son troisième film mettant en scène des extraterrestres, où d'un coup les extraterrestres sont méchants. C'est vrai que c'est l'envers de la rencontre du troisième type, justement. Mais on retrouve quand même, encore une fois, un père qui après justement, c'est le trajet d'un père qui est différent. On sait que depuis la fin des années 80, du coup, il s'est réconcilié avec son père. C'est La Dernière Croisade, justement, qui est un film que je trouve merveilleux. Je compte en reparler peut-être un poil après à propos de Ready Player One. Mais La Guerre des Mondes, on a encore un père qui fait pas son boulot, mais pour le coup, au final, il arrive, mais comme un cheveu sur la soupe. C'est ça qui est assez fascinant, peut-être comme son propre père, justement, quoi. Moi, j'y crois pas trop au fait que à la fin il se réconcilie avec son fils, quoi. Mis à part le bonheur de s'être retrouvé alors que le monde est détruit et que ils sont peut-être seuls au monde et que ils ont plutôt intérêt. Moi non plus, j'y crois pas. Enfin, après, c'est un truc qui a été rapproché. Moi, je trouve le film assez parfait de bout en bout, parce que de toute façon, même cette fin-là, elle est. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que pour revenir sur cette thématique, je développais en première partie dans la première émission sur le rapport du monde
monde réel à l'imaginaire, c'est assez intéressant de voir ce que fait la guerre des mondes, parce que là pour le coup le monde, ce qui serait du côté du spectacle et du côté du quotidien, on voit bien le côté du quotidien dans la guerre des mondes, c'est voilà cette famille encore une fois dysfonctionnelle, ce père qui essaye de renouer avec ses enfants et qui va se retrouver en prise avec un élément extérieur qui serait cette invasion extraterrestre et qui va créer des images absolument saisissantes, sidérantes, mais pour le coup hyper horrifiques. Et là l'enjeu, ce n'est plus l'émerveillement ou la sidération, ces fameux plans Spielbergiens de plans en légère contre-plongée sur un personnage qui regarde et qui ébahit. L'enjeu de la guerre des mondes, c'est Tom Cruise qui doit absolument masquer, qui va passer son temps à boucher les yeux de son enfant. Et donc c'est encore une fois ce rapport problématique que Spielberg peut avoir avec l'image dans cette poignée de films qu'il a pu avoir dans les années 2000 et qui sont probablement aussi dus au 11 septembre, à ce choc qu'a pu être pour le monde et pour les États-Unis en particulier, le fait que c'est pas en plus d'une agression, c'est aussi le moment où la réalité a produit des images spectaculaires beaucoup plus fortes que le blockbuster hollywoodien a pu en produire. Et je pense que même Spielberg, c'est très con à dire, hein, mais je pense que Spielberg peut se sentir battu sur son propre terrain en termes d'images saisissantes produites. Mais justement dans la guerre des mondes, enfin moi ce que je trouve fascinant, c'est comme tu le dis, donc il tente de cacher ce qui se passe autour à sa petite fille. Sauf que justement, il n'y arrive pas très vite. Justement, la petite fille, elle s'en va faire pipi et elle se trouve face à une rivière qui regorge de cadavres. Ouais. Et c'est bourré de moments comme ça où justement, il n'arrive pas à cacher. Il n'arrive pas. Non, c'est un échec et il n'arrive pas. Mais par contre, est extrêmement inquiétant. Le père passe son temps de toute façon à échouer. Mais par contre, oui, il passe son temps à échouer. Mais par contre, il passe son temps à essayer de cacher la réalité à ses enfants. Vu que ça arrive après justement cette trilogie, cette espèce de non pas de prise de conscience, mais en tout cas d'affirmation de ce qu'il est dans son cinéma, Spielberg. Là, moi, la guerre des mondes, je le vois encore comme ça. C'est-à-dire que voilà, je peux plus cacher le fait que j'ai des images horribles à montrer, y compris aux plus jeunes, en fait. Je pense qu'il y a ça. Enfin, moi, c'est la période que je trouve la plus forte chez Spielberg, parce que je pense que c'est celle où il devient vraiment un cinéaste conscient, en tout cas, du monde qui l'entoure. Ça serait un peu con de dire que il devient le cinéma adulte, parce que je pense que c'est même pas ça. Je pense que presque il devient un cinéaste adolescent après avoir quitté les rivages de l'enfance. Il devient un personnage adolescent dans le sens où voilà, c'est un personnage qui est presque là où tu sens la colère quelque part. Tu sens la remise en cause. C'est pour ça aussi que d'un coup il fait Munich après, c'est presque son film qui ressemble le plus à un film des années 70. Il change de chef-op depuis la liste de Schindler. Il y a un filmage où on retrouve du grain, où on retrouve une caméra beaucoup plus mobile, beaucoup plus instable que dans ses films auparavant. Il retrouve presque un truc des années 70. Il retrouve ce truc très critique. C'est un cinéma qui devient très critique. Après, ça se termine assez vite. Moi, je suis beaucoup plus dubitatif, même s'il y a des films que j'aime beaucoup et dont je suis admiratif du style, mais tout ce qui vient après, je pense que ça soit en divertissement, genre Tintin, qui est presque une sorte de revisite d'Indiana Jones, hein, Tintin étant, bon, même s'il ne connaissait pas Tintin, presque déjà une adaptation de Tintin, dans le terme de figure vide, de spectacle pour spectacle, d'aventure pour l'aventure, voilà. C'est un film qui gagne à leur voyeur, hein, c'est absolument extraordinaire, mais je trouve ça vraiment beaucoup moins brillant qu'Indiana Jones, mais pas pour le coup, c'est quand même le haut du panier du cinéma spectaculaire contemporain, et il est quand même beaucoup plus maintenant dans une problématique plus adulte, telle que les adultes voient les adultes, j'ai envie de dire, où il a envie de faire l'histoire, c'est-à-dire que là, revisiter l'histoire, où il s'inscrit, il a envie de revenir dans les pas de John Ford. On n'a pas vraiment, encore, il s'est mis à la hauteur il a tenté de se mettre dans les chaussures de Kubrick, de David Lean, d'autres cinéastes comme ça qui est là pour le coup. Tu sens le travail sur John Ford, évidemment avec un film comme Lincoln, c'est marquant puisque c'était la figure préférée de Ford. Mais du coup, j'aimerais qu'on en vienne justement. Donc, on a passé un peu vite, mais depuis 10 ans, on parle régulièrement de Spielberg. On a encore parlé de lui justement pour la sortie de The Post, qu'il a tourné après Ready Player One, hein, mais qu'il a fait en urgence et qui pour moi était un échec justement à ce niveau-là, même si on l'avait déjà dit à ce moment-là. Même dans ces échecs. Ça reste un génie cinématographique, c'est-à-dire que même dans ces films que je trouve les plus faibles, on trouve toujours des grands moments de cinéma parce qu'il réfléchit en cinéma. D'où le problème Ready Player One. De quoi parle Ready Player One du coup? Ça parle dans le futur, donc c'est une dystopie, dans le futur où la population
passe la majorité de son temps, quasiment tout le temps d'ailleurs, dans une réalité virtuelle, dans un jeu vidéo en fait, dont le créateur est mort et le créateur a laissé dans ce jeu des buts, des Easter eggs à trouver dans le but de devenir l'unique propriétaire justement de ce territoire virtuel. Celui qui trouvera toutes les clés et qui résoudra les problèmes que ce créateur a laissé dans le jeu pourra devenir le propriétaire. Donc du coup tout le monde cherche, sauf que c'est très difficile. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver ces clés en faisant comme le personnage principal, en s'intéressant à la vie de ce créateur. Ce monde, l'autre truc que j'ai pas précisé, est peuplé de références à la culture populaire. Mais attention, dans ce monde-là, la culture populaire n'existe pas avant les années 80. C'est ça que je trouve... Enfin, c'est l'un des problèmes majeurs que j'ai pu avoir dans le film, que je n'avais pas vu la semaine dernière quand on a enregistré notre émission qui a disparu. Paix à son cul. Mais... ça a été un de mes premiers gros soucis pendant la projection. Et je me suis posé, après je te laisserai revenir sur le film, je vais juste expliquer pourquoi ça m'a posé gros problème. Le film regorge, en tout cas au moins 2 ou 3 scènes que je trouve vraiment spectaculaires et qui m'ont vraiment impressionné. Le gros problème que j'ai eu, c'est que ça m'a impressionné et je me suis posé la question, mais à quoi bon? Ça c'était le premier souci. Et je me suis vraiment demandé si je passais pas à côté en fait d'un discours, d'un film de contrebandier. Est-ce qu'il serait pas son Paul Verhoeven en fait, à essayer de vraiment mettre dans la gueule du spectateur, voilà, qu'est-ce que tu fais de cette culture populaire, quoi. Et je me suis vraiment demandé si je passais pas à côté de ce discours-là, parce que je le voyais pas. Je voyais des images, je voyais des références, mais je voyais pas du tout ce qu'il en faisait, quoi. Et puis est arrivé une scène qui m'a foutu en l'air. C'est dont tu as parlé du coup dans la présente émission que personne n'entendra. Celle d'une rencontre entre ce personnage justement et un autre personnage féminin, donc c'est son amoureuse. Jusqu'ici, c'était uniquement vu via Avatar. Et elle avait peur qu'il la voie pour de vrai parce qu'elle se considère comme affreuse, parce qu'elle a une tache de vin sur l'œil qui est minuscule, qui est grotesque, et elle se cache le visage, dit non mais me regarde pas, c'est pas la peine de faire encore que je suis belle. Et cette scène est l'une des pires qu'ait pu tourner Steven Spielberg, je pense, de sa carrière. Et en comptant toutes les scènes nulles qu'il a pu tourner, parce qu'il a tourné beaucoup de scènes nulles, c'est sans doute l'une des pires, peut-être la pire qu'il ait tourné de sa carrière, quoi. Et là tu te dis mais si dans ton film t'inclus une scène comme ça, que tu l'aies tourné ou pas, que t'aies laissé ça à une seconde équipe, n'importe quoi, mais que tu l'inclus dans ton film, déjà c'est un scandale. Cette scène est monstrueuse. Ou alors c'est un foutage de gueule total. Mais j'ai du mal à comprendre sur quel pied danser. Et peut-être que dans 15 ans, on verra ce film en se disant, mais en fait, on a affaire à un vrai film on a le nouveau Starship Troopers et on est passé à côté, quoi. C'est possible, Je me dis vraiment que c'est une possibilité. On est passé à côté d'un nouveau Starship Troopers. Mais j'y crois pas du tout. Et l'autre raison qui m'a fait douter de ça, c'est le personnage du méchant, qui est sans doute, là encore, l'un des pires méchants qu'il ait pu filmer. C'est un personnage qui n'a strictement aucun intérêt, aucune personnalité. On se fout royalement de ce type qui prend beaucoup de place, et beaucoup de place pour rien. Il brasse beaucoup de vide. C'est vraiment l'un des pires méchants de l'histoire du cinéma. C'est cauchemardesque. Et tu vois, dans les présentes émissions, on parlait de la couleur pourpre, que je n'ai pas revue depuis plus de 20 ans, je pense, la couleur pourpre. Et je le reverrai. Je le reverrai pour la bonne raison que le personnage justement de Danny Glover a été l'un des personnages les plus inquiétants que j'ai pu voir. Et je me dis que rien, pour que ce personnage m'ait marqué autant, c'est que le film doit avoir plus d'une qualité quand même, quoi. Le Danny Glover dans la couleur pourpre, pour moi, c'était l'inquiétude incarnée. Et pour après, je te laisserai la parole. Je termine sur ce truc-là quand même, sur Ready Player One. Sur le rapport à la culture populaire, justement, quoi. J'ai entendu dire encore dernièrement que la dernière croisade donc son Indiana Jones 3 avec Sean Connery amorcerait une pente descendante dans la quadrilogie Indiana Jones. Moi, je tiens pas à oublier Indiana Jones 4. C'est important de se rappeler qu'il a fait Indiana Jones 4, Spielberg, qu'il est capable de faire ça, quoi.
Et moi, Indiana Jones 3, même si je serais incapable de dire si je le préfère au premier ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouve ce film absolument merveilleux, et absolument merveilleux aussi parce que c'est sans doute l'un des plus grands films d'aventure qui ait jamais été tourné. Et pourquoi c'est un des plus grands films d'aventure qui ait jamais été tourné? C'est parce que justement, c'est un grand film populaire qui va aussi réexploiter tous les genres du cinéma. Comment Spielberg, à ce moment-là, donc on est en 89, réexploite tous les genres qui sont le cinéma populaire, justement. On a tout dans Indiana Jones, on a le western, on a le film de guerre, le film noir, la comédie, le buddy movie. On a absolument tout mêlé d'une main de maître, même si on peut, comme je l'ai entendu, voilà, il y a des plans qui sont ratés. Moi, je les vois pas. Je les vois pas, ces plans ratés. Je vois pas le problème de mise en scène à aucun moment dans ce film. Pour moi, c'est une forme de perfection, vraiment, dans le cinéma d'aventure et dans le cinéma justement populaire, mais dans le meilleur sens du terme, à savoir justement réutiliser et refaire pour soi cette culture qui est propre à tout le monde, quoi. Et là, dans Ready Player One, cette culture populaire, qu'est-ce qu'il en fait justement? Elle appartient à tout le monde, soit. On n'a pas le droit on prétend dans le film que justement, enfin lui en tout cas en tant que mise en scène, Spielberg, j'ai l'impression de dire on peut en faire ce qu'on veut, c'est la séquence Shining justement, ne rien respecter, et je dis super, si en effet on n'a plus à respecter la culture populaire, très bien, parfait, sauf que son discours est aussi contrebalancé par celui même du créateur du jeu dans le film, qui au contraire guide et prétend à la maîtrise de ce qu'on va faire de son jeu, y compris ne pas l'exploiter économiquement. Or la liberté de la culture populaire, c'est peut-être aussi justement de l'exploiter économiquement en fait. Moi le film a été la douche froide totale, quoi, parce que je pense que j'ai été pris par peut-être une fausse idée rétrospectivement, c'est ce que je me dis, c'est quand le film a été annoncé, effectivement, quand tu vois ce qu'est devenu Spielberg dans l'imaginaire collectif, on voit des traces de Spielberg chez J.J. Abrams, Stranger Things, Chasseur de trolls, chez Guillermo del Toro, chez plein de mecs. C'est considéré comme très présent, en tout cas. Il est très présent. Il est très présent à travers ses films à lui. Ses productions aussi. Il est très présent dans l'univers qu'il a créé, et probablement cette façon qu'il partage par exemple avec un auteur comme Stephen King de faire naître des mondes extraordinaires à travers du quotidien. C'est quelque chose qu'il partage avec Stephen King, qui est très particulier par rapport à l'évolution du genre du fantastique. C'est-à-dire faire coïncider le monde réel, de représenter de la façon la plus précise possible, et faire éclore de cette situation-là un truc extraordinaire. Stephen King fait ça, Spielberg fait ça, et c'est exactement ce dont on parlait dans la première partie, c'est-à-dire comment faire dialoguer cette chose-là, le monde réel, le monde du spectacle, le monde de l'imaginaire. Comment tout ça rentre en dialectique, c'est-à-dire comment l'un s'obstine à vouloir cacher l'autre, c'est-à-dire l'Empire du Soleil. Comment l'une communique avec l'autre. Comment E.T. va venir guérir le réel par l'imaginaire. Comment l'imaginaire va être un échappatoire pour la tristesse du monde réel, c'est-à-dire rencontre du troisième type. Voilà. Chez Spielberg, par exemple, ça a toujours été ça communique. Moi, quand je voyais Ready Player One, par rapport à l'état du cinéma américain actuel, je me disais, voilà, c'est-à-dire l'état du doudou compagnie, de la citation à tire-larigot, des figures, des remakes à gogo, c'est-à-dire on convoque des figures dont on sait très bien que le spectateur la connaît, il sera très content de la retrouver comme un petit doudou. Ready Player One. Convoquer des figures pour contenter les spectateurs, ou en tout cas le rassurer, c'est quelque chose qui a toujours été fait, et c'est même le genre en lui-même, c'est ça. Hein, en fait, je pense que c'est une question que je me pose. En réfléchissant un peu sur Spielberg, en revoyant pas mal de ses films. Spielberg, par exemple, quand on le compare avec un cinéaste pas de sa génération, qui est un petit peu plus jeune, mais qui est très lié à lui, qui a été longtemps considéré comme son âme, pas son âme damnée, mais un petit peu son versant sale gosse, Joe Dante. Joe Dante, c'est quelqu'un qui a, à mon avis, inventé ou lancé
le cinéma un peu postmoderne, le cinéma citationnel, quelqu'un qui à travers ses films, ça regorge de références. C'est un déluge de références à travers des écrans allumés, à travers des figurines qui sont là, à travers des scènes qui sont des reprises. C'est un cinéaste qui a réussi, qui à travers ses films déjoue les attentes en créant des situations qui sont imprimées dans l'imaginaire collectif et en les détournant pour créer de l'humour, de la surprise. Mais c'est quelqu'un qui fait de son cinéma, son cinéma est fait à travers la matière même des films qui existent déjà. Spielberg, je pense que c'est pas ça. Enfin, Spielberg, c'est quelqu'un qui est un homme cinéma dont le langage c'est le cinéma. C'est pas les films, c'est le cinéma. Effectivement, il s'inscrit dans des genres. Comme tu disais, dans La Dernière Croisade, effectivement, oui, il y a du western là-dedans, il y a du film de guerre. Il va s'inscrire dans plein de genres. Mais c'est pas pour créer, il peut y avoir de l'humour, mais quand il y a de l'humour, c'est que c'est de la screwball comédie. C'est déjà un genre, c'est un autre genre. Mais par contre, il l'utilise avec beaucoup de respect. À aucun moment, c'est pas postmoderne dans le sens. C'est pas du détournement. Jamais, oui. Joe Dante, par exemple, il va lancer des mecs comme les frères Cohen, comme Quentin Tarantino. Pour moi, pour aller vite, encore une fois, c'est ça. C'est des gens qui vont faire de la matière première de leur cinéma, ça sera les films, ça sera la mémoire collective de tous les spectateurs qui vont qui vont lire leurs films à travers la mémoire des films qu'ils ont vus. Pas des genres, pas d'une tradition, c'est pas des cinéastes de la croyance. Tarantino, les Cohen, c'est pas des cinéastes de la croyance, avec toutes les qualités ou les défauts qu'on peut leur trouver, qu'importe la qualité, mais en tout cas leur fonctionnement de leur cinéma, c'est pas des cinéastes qui créent, qui sont dans la croyance, dans un système figuratif qui serait celui du cinéma à travers ses codes, son histoire, son premier degré pour dire un gros mot quoi. C'est pour ça que j'aurais été intéressé à la limite de voir Ready Player One, qui dans son principe même, qui est donc adapté d'un bouquin qui doit être une grosse merde. Voilà, moi j'en ai lu 2 pages à la librairie l'autre fois. Ça tombe des yeux tellement c'est mal écrit et c'est nul. C'est un déluge de références. Mais Joe Dante, par exemple, peut-être, ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait pu donner. Mais peut-être que Spielberg, il y a un malentendu sur le fait que ça aurait été intéressant de le voir là-dessus. Et je vois bien que moi, il y a un malentendu même sur le fait que j'aurais pu attendre quelque chose de lui là-dessus. Parce que Spielberg, s'il est cité, c'est finalement pas pour des dinosaures qui arrivent, pas pour des Indiana Jones qui arrivent. Spielberg, s'il est cité, finalement, c'est pour des gamins en vélo dans une cour de banlieue. C'est pas pour le monde de l'imaginaire qu'il convoque en fait. C'est pas pour les icônes qu'il a créées. C'est pas pour les icônes qu'il a créées. C'est pour au contraire le quotidien qu'il a créé, qu'il a réussi à représenter. Par exemple, quand tu vois un dinosaure arriver, tu penses à Jurassic Park. Évidemment. Tu penses à Jurassic Park, mais je pense que Jurassic Park, c'est pas ça vient de Cooper et Schoedsack, ça vient de King Kong. S'il y a un dinosaure qui arrive, c'est parce que dans King Kong, qui est une des références antérieures aux années 80 qu'il cite et qu'il met bien au-dessus de tout, c'est le King Kong de Schoedsack et Cooper. Qui par ailleurs, voilà, il faut revoir parce que finalement j'ai l'impression que personne de notre génération, finalement c'est pas un film de notre génération, c'est pas un film qu'on revoit, mais il faut absolument revoir le King Kong original de 33. C'est hallucinant à quel point c'est incroyable. Enfin, c'est comme tous les films de ces bonhommes-là d'ailleurs, c'est impressionnant. Oui, mais là tu regardes ce film-là, c'est juste dingue. À quel point c'est hyper spectaculaire, ça fonctionne à plein. Enfin, tout fonctionne dans ce film, quoi. C'est vraiment un grand spectacle, hyper investi et tout ça. Là, c'est dans Ready Player One. Moi, ce qui m'a déçu, ce qui m'a foutu sur le cul, quoi, c'est que ça à aucun moment, ce monde de l'imaginaire, qui est donc l'Oasis, ce fameux jeu vidéo, ne dialogue avec le monde réel. J'ai un aveu d'échec, parce que justement, tu parles de King Kong, mais il y a cette réplique, justement,
personne ne dépasse Oui, King Kong, ouais, mais après ça c'est dans le cadre du jeu vidéo, c'est dans le cadre où il y a un métadiscours, où les références, ils vont te dire que le géant de fer, il s'agit de réhabiliter le géant de fer aujourd'hui, parce que le géant de fer a connu un échec à l'époque, alors que c'est un film génial, est super fort, il va battre tout le monde. Il s'agit de dire que King Kong, qui est un petit peu tombé en désuétude, il s'agit de dire que c'est le meilleur. Mais ça c'est pas intéressant. Ça c'est un discours de geek. Ça c'est un discours de geek, mais qui a un discours de geek de 60 ans, qui dit bah ouais, mais en même temps le King Kong c'était hyper fort. Mais on s'en fout. Enfin c'est pas effectivement. Oui, il faut voir King Kong, il faut revoir le géant de fer, c'est important, mais ça c'est pas un boulot d'un cinéaste de dire ça, c'est un boulot d'un critique, ou à la limite, ou d'un passeur, ou je sais pas quoi, de dire ça. Oui, il faut voir le géant de fer, il faut voir le King Kong, c'est exceptionnel. Dans le discours méta que développe le film, moi je pense pas que Spielberg, ça soit un cinéaste qui soit particulièrement à l'aise là-dedans. Je pense que c'est vraiment, c'est un cinéaste dont la naïveté est consubstantielle de son cinéma. C'est pas un cinéma de la citation. C'est un cinéma qui croit en ce qu'il filme, qui n'est pas à manipuler des images pour les manipuler en tant qu'image. Je pense que lui, s'il a manipulé en tant qu'image, à un moment s'il s'est posé la question là-dessus, c'est pour la faire dialoguer avec ce qu'il considère comme le réel, avec lequel il a très peu de prise en tant que mec qui a un peu de problème avec le quotidien, le réel ou je sais pas quoi. Moi ce que je trouve hallucinant dans Ready Player One, c'est l'absolue absence de dialectique entre le réel qui nous est posé à travers une voix off comme invivable. C'était pourri, on a arrêté d'essayer de résoudre les problèmes, on préfère vivre dans le monde imaginaire, dans le virtuel, dans l'oasis. Et à quel point le Spielberg ne parle absolument pas du rapport entre ce monde réel et le monde virtuel. Il y a aucune dialectique, il y a aucun moment où ça dialogue entre les deux. Le moment où ça va dialoguer, c'est un échec total, hein, c'est la scène que que tu as évoquée, qui est juste hallucinante c'est un epic fail quoi, enfin pour parler voir la 2.0 mort d'un personnage proche du héros qui en effet n'a aucune incidence sur la suite. Ouais, c'est ça, enfin t'as quand même cette scène qui connaissant Spielberg, voilà, le bonhomme qui travaille beaucoup la perte des parents, c'est en ça que c'est un héritier de Disney aussi qui travaille la perte des gens et comment guérir cette perte-là, où d'un moment le gamin dont ses parents sont perdus depuis longtemps avant le début du film, mais qui est élevé par sa tante et qui sont des personnages qui sont là, qui apparaissent dans 3 scènes, qui disparaissent et supposés être dans n'importe quel Spielberg. Ça serait un moment dramatique. Je me suis posé la question, que ça soit par rapport à ces personnages ou par rapport même au monde réel. Est-ce qu'il n'avait pas une très grande confiance, par exemple, de se dire bah voilà, je montre ce monde réel en quelques plans dans l'intro, et ça doit suffire en fait à le faire exister. Ouais, mais peut-être. Hein. Moi, j'ai pensé à ça au tout début du film. Je me suis dit, c'est audacieux. Il nous passe du Van Halen, je crois, le premier morceau. Enfin, un morceau hyper ancré 80, rock, hyper entraînant, avec un personnage qui avance de façon mollassonne, au contraire, et qui dévale une sorte de HLM fait de camping-cars empilés les uns sur les autres. Et c'est un peu triste ce que tu vois à l'image. Et il y a une image un peu joyeuse. Je me suis dit, ça va être intéressant parce que voilà, il va y avoir un dialogue entre ce qu'on peut attendre d'un cinéma spectaculaire, entraînant et tout ça, et puis une réalité un peu tristounette. Et en fait, mais moi j'hallucine à quel point ce dialogue-là ne se développe à aucun moment dans le film, et à quel point jusqu'aux rivières de l'improbable total, quoi. Enfin, c'est cette société où il y a une a priori IOI ou je sais pas quoi, la société du grand méchant est supposée exercer une sorte de contrôle et balancer des drones et faire exploser plein de choses en toute impunité, et donc une société proto-fasciste où le pouvoir économique a pris le dessus quelque part, mais finalement au bout d'un moment, non, finalement, la police, les pouvoirs publics arrivent et ils résolvent le problème, ils arrêtent les méchants. Tu ne sais pas, il y a aucune cohérence dans la représentation en tant que récit d'anticipation dans le monde réel. Ça n'a
Spielberg a complètement baissé les bras. Plus, hein. Il se base sur des règles de jeux vidéo, soit, mais du coup, il en fait un peu ce qu'il veut, j'ai l'impression aussi, quoi. Bah, moi, je pense que t'as un truc, après, on peut pas tout enlever à ce film-là. C'est-à-dire que, moi, je pense que la scène de bagnole, la poursuite en bagnole au début, en termes de nouvelles images, en termes de ce que peut permettre l'imagerie numérique et la performance capture, ça enterre tout ce que ça a pu faire auparavant. Comme Tintin l'enterrait déjà, c'est-à-dire qu'en termes de lisibilité de l'espace, je suis d'accord, d'absolu, où d'un coup, bah, on peut tout filmer en plan séquence et garder une lisibilité totale. Voilà, Tintin, Spielberg, c'est le maître. Et je suis d'accord. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que moi le film m'a quand même impressionné, même la séquence Shining, sans dire de quoi pour ceux qui l'ont pas vu, la séquence Shining du film, qui moi me désole en fait énormément, m'a quand même impressionné, parce que tu dis mais ouais, il y a un grand cinéaste derrière, il y a un type qui sait faire des choses que j'avais jamais vu avant. Pour moi c'était vraiment quelque chose de nouveau en fait de voir ça. Et en même temps, je suis c'est un désolé mashup, quoi. de me dire, mais à quoi bon en fait Mais en fait, c'est ça. Enfin, moi, je suis allé le revoir une deuxième fois parce que j'ai halluciné de l'état de désespoir dans lequel j'étais à la sortie de la séance, parce que j'attendais vraiment ce film. Mais en fait, il y a un truc aussi qui est particulier dans ce film, c'est effectivement le bouquin dont à l'origine, qui est à l'origine du film est probablement complètement à chier. Les épreuves tendues dans le bouquin sont des épreuves normalement qui sont des questions de pop culture, des questions sur la culture geek, savoir genre quelle était la marque de la voiture dans Retour vers le futur. Je vais vite, mais en gros c'est ça. C'est à peu près ni plus ni moins que la dernière épreuve que dans Ready Player One, c'est genre comment on joue au premier jeu sur l'Atari 5260, ou je sais plus c'était quoi ce modèle-là. Oui, bah effectivement, il faut choper l'easter egg, ça veut dire qu'il faut pas gagner, mais il faut juste avoir le plaisir de jouer. Mais sinon, les deux précédentes épreuves, c'était des questions de pop culture, et Spielberg a décidé de remplacer ça en disant bah voilà, on va pas le mettre sur le terrain de la pop culture, on va le mettre sur le terrain du créateur, le terrain de ce bonhomme là qui est mort et dont il va falloir explorer un peu la psyché. Donc une autre des références culturelles antérieures aux années 80, c'est donc Citizen Kane, parce qu'il s'agit de retrouver le Rosebud en fait, quoi, le Rosebud de Citizen Kane, qui serait voilà arrivé à l'origine d'un trauma un peu nébuleux, un peu mystérieux d'un personnage qu'on idole, qui est devenu une image à force d'être dans l'espace public. Effectivement, il y a une phase d'autoportrait quelque part là-dedans. Mais j'hallucine à quel point il la traite sur une forme d'une énigme un petit peu à la Mickey Jeu en fait, quelque part. Et moi ça m'a fait penser à Mickey Jeu et au Club des 5 en fait, la façon dont les personnages sont filmés, qui n'ont aucune consistance. J'ai l'impression de voir les personnages de Divergente ou de Labyrinthe ou de Hunger Games et des trucs comme ça. Et la façon dont ils ont de la façon extrêmement linéaire qu'a le film de se déployer sur des registres d'énigmes. J'ai eu l'impression de voir je sais pas, Citizen Kane filmé par un lecteur de Mickey Magazine, quoi. C'est parfait pour terminer cette émission, puisqu'il est temps de se quitter. Vous pouvez retrouver cette émission et sa première partie sur le site de Canal B, ainsi que sur internet bien évidemment, sur YouTube ou n'importe où on peut écouter des podcasts, mais nous sommes une émission de radio sur Canal B. Merci Antonin d'avoir participé encore une fois à cette émission. Merci à vous de nous avoir écouté. On se quitte avec un extrait de Minority Report, qui pour le coup est un bon film. Merci à vous, à très bientôt, ciao. Des bisous. He still runs across the university and in the stadium where John watches. Oh God, he's running so fast, just like his daddy. He sees his daddy. He wants to run to him. But he's only 6 years old, and he can't do it. And the other man is so fast. There was so much love in this house. I want him back so bad. So did she. Can't you see? She just wanted her little girl back. But it was too late. Her little girl was already gone. She's still alive. She didn't die.
mother's not alive. Agatha. Just tell me. Who killed your mother?